Alors, déjà, bonjour et merci pour l'introduction et surtout merci pour l'invitation à participer à cette journée. Je suis très honoré et un peu intimidé, je n'ai pas l'habitude des conférences. D'autant que l'exercice est assez délicat. Résumer 3 ans de travail en un quart d'heure, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Alors, fabriquer l'espace cultuel en Égypte gréco-romaine, le Calatribis, en guise d'apéritif, et pour les quelques-uns d'entre vous qui ne sont pas familiers des recherches architecturales en Égypte, je vais brièvement donner un peu de contexte. L'appellation Égypte gréco-romaine, ça comprend en premier lieu la période dite ptolémaïque, qui va de 305 à 30 avant Jésus-Christ, qui s'arrête avec la mort de la toute charmante Cléopâtre. Elle est souvent groupée, en dépit des différences entre les deux périodes, à l'époque romaine, qui s'étend grosso modo jusqu'à la fin du IVe siècle, après, en Égypte, où elle laisse la place à la période byzantine. Alors, cette époque a longtemps été perçue dans le milieu égyptologique comme une ère de décadence et d'acculturation, mais comme on le verra plus loin, elle a au contraire vu le renouvellement et le raffinement tant de la théologie que des arts et techniques. Elle a donné naissance à des chefs-d'œuvre en architecture, par exemple, où il y a eu la construction d'Edfou, de Komombo, de Dendera, d'Esna, de Kalacha, et ainsi de suite, le développement de sanctuaires plus anciens qui sont encore de nos jours magnifiquement préservés. Et parmi eux se classe un temple assez méconnu, le temple d'Atribis. Alors, ce monument s'élevait dans la ville antique éponyme, à proximité de l'actuelle Soag, dont les vestiges occupent une zone d'au moins 16 hectares sur la rive ouest du Nil, en bordure de désert. Le site est divisé en 3 zones principales. Je sautais une diapo, voilà. Donc le site est divisé en 3 zones principales. La ville à l'est, la nécropole et les carrières à l'ouest, et au centre, le Téménos, dans lequel le temple de Répit est pour l'instant le plus grand élément connu. Alors il mesure approximativement 75 mètres par 45, c'est quand même un grand format, et il a été construit en une seule fois. Les textes pariétaux font remonter sa construction au règne de Ptolémée XII, donc il a eu un règne un peu compliqué, hein, c'est moins 80 à moins 58, puis il se fait chasser et il revient de moins 55 à moins 51. Sa décoration s'est poursuivie jusqu'au règne de Domitien, donc de 24 à 51 après Jésus-Christ. Contrairement aux temples que j'ai cités avant, qui sont connus et étudiés depuis un peu plus d'un siècle, le temple d'Atribis n'a fait l'objet, depuis sa découverte officielle, que d'un nombre très réduit de travaux de recherche. Seuls 3 plans effectués in situ ont été publiés. Donc, il y a eu celui de Pétri en 1908, celui du ministère égyptien des Antiquités et du Tourisme en 2001 et celui de Jarek Kuzcuk en 2012. Et encore, cette documentation est très incomplète, puisque Pétri, qui est un savant reconnu et qui est le père de l'archéologie égyptienne, l'a rapidement délaissé après quelques sondages et nettoyages de surface. Donc on comprend pourquoi, hein, il n'a pas bonne mine, rien n'est préservé au-delà de 4 mètres de haut, quand les édifices similaires de Haute-Égypte sont presque intégralement conservés, peinture incluse. Pétri publie ses résultats en concluant que la construction ne vaut pas la peine d'être investiguée plus avant. Il referme tout et il s'en va à Héliopolis, ce qui va décourager les savants pour presque un siècle. Donc le site ne sera plus retouché. Il faut attendre les travaux de l'université de Tübingen à Atribis pour qu'on s'y intéresse à nouveau. Les fouilles sont achevées en 2019. L'architecture de l'édifice est donc pour le moment inédite. C'est l'objet de ma thèse. Alors, les plans publiés par le passé sont assez fantaisistes. Donc, c'est le relevé et la restitution qui ont occupé tout le début de mon étude. Je vais vous faire grâce de l'exposé des techniques utilisées. Je préciserai juste qu'il m'a fallu 1 an sur le terrain, une tonne de feuilles de calque et 50 000 points topographiques pour produire un plan d'une précision qui n'est pas absolue, mais enfin, je suis précis à 5 mm. Et ces plans très fiables ont permis de travailler sur des problématiques qu'une fois encore, je ne pourrais pas tout détailler aujourd'hui, mais on pourra tout de même aborder 3 d'entre elles, la métrique, la composition et la conception technique. Alors,
Tout d'abord, un peu de métrique. Contrairement à un nombre de temples égyptiens dont la mesure des espaces, ça se voit, dont la mesure des espaces est indiquée dans les textes dédicatoires largement présents sur les parois, les décorations pariétales d'Atribis restent muettes quant aux dimensions des espaces. Les mesures prises sur le terrain ont donc permis dans un premier temps d'identifier la mesure de la coudée antique, qui est à 53,5. Alors ce chiffre est assez intéressant puisqu'il est identique à 1 mm près à la coudée déterminée à Dendera, qui est presque 200 km plus au sud. Le fait que la mesure de l'unité soit homogène sur une zone aussi vaste du pays, qui sait sur tout le pays, les études manquent, pourrait pointer l'existence d'un système d'étalons physiques. Et l'hypothèse n'a rien de risible, puisqu'un système équivalent est attesté pour les poids dans le commerce dans l'Égypte de cette période. Cette précision entraîne derrière elle l'éternelle question des proportions dans l'architecture égyptienne. Donc, nombre de savants et de rêveurs ont voulu appliquer à l'Égypte les postulats d'Adolphe Tsénic et faire rentrer le nombre d'or dans la composition des temples au forceps, s'il le faut. Or, les Égyptiens étaient des gens assez pratiques, finalement. Plutôt que de demander aux bâtisseurs d'établir des plans aux dimensions compliquées pour satisfaire un système de proportions abstraites, ils privilégiaient des mesures simples en entier ou en fractions relativement naturelles, comme le tiers, le demi, etc. De même, et ça paraît logique, ils donnaient la priorité aux mesures des espaces plutôt qu'aux mesures des maçonneries. Ainsi, si les espaces ont des dimensions simples et régulières, les maçonneries, qui ont des mesures fragmentaires, absorbent les défauts de l'exécution. Très peu de plans de temple ont été réalisés avec une précision suffisante pour vérifier ces points sur d'autres exemples, mais le temple de Dendera présente les mêmes caractéristiques. Cette simplicité des mesures est mise au service d'une composition qui est très complexe. Les plans des temples de la période sont organisés en enceintes concentriques déterminant des zones de plus en plus isolées dans la composition. Atribis n'échappe pas à la règle. Alors, le nombre de ces enveloppes est variable d'un monument à l'autre, et ce système d'emboîtement se prolonge bien en dehors du temple lui-même. De nombreux artifices sont utilisés dans le détail architectural pour renforcer cet effet, qui se lit parfaitement au plan. On remarque par exemple la répétition du motif de la corniche à chaque niveau du temple. Donc, à l'extérieur, on le voit ici, dans la limite entre naos et pronaos, et puis, alors j'ai une image qui est dessus, mais au sommet du tabernacle également. Donc, à chaque fois qu'on franchit une enveloppe, on répète le motif de l'ensemble du temple, un peu comme une fractale en fait. Voilà. Cette composition induit une idée de renfermement progressif sur le sacré, qui crée des espaces à l'accès de plus en plus restrictif et donc de plus en plus mystérieux. L'intimité des espaces, c'est donc le nombre de portes minimum finalement qu'il faut franchir pour accéder à une pièce donnée, mais bien en évidence cette idée. Le tabernacle est séparé du monde profane par pas moins de 6 portes. Et ça, c'est si on prend le chemin le plus court. Cette progression s'accompagne d'une élévation progressive du niveau des sols. Plus on approche du Saint des Saints, plus on est haut, avec un différentiel intérieur-extérieur de près d'une coudée. Les logiques distributives sont elles aussi mises au service d'un espace propre au mystère. Deux systèmes se croisent, un axe processionnel divin en provenance du tabernacle et dirigé vers l'extérieur, et des accès de service. Le premier est rectiligne, se superpose au trajet des processions. Ce sont les portes les plus grandes de l'édifice. Elles sont très décorées. Les battants peuvent être recouverts de métal doré, voire d'or, en fonction des temples. Le bois utilisé est rare, exotique et odorant. C'est du cèdre en provenance du Liban. Donc, c'est très pompeux, en fait. À ce parcours principal, qui ne s'ouvre que pour la divinité et que pour les occasions particulières, était associé un jeu de circulation de service pour le rituel quotidien, donc l'amener des offrandes. Cette fois-ci, le trajet est retors, il multiplie les coudes, il multiplie les chicanes, tout ça pour protéger l'intimité du dedans
face au chaos de l'extérieur. C'est une idée qui est extrêmement prégnante dans la religion égyptienne, cette idée de on se protège du chaos du dehors. La hiérarchie des espaces se lie enfin dans le format des portes utilisées. Alors, je vais citer Jacques Frédet, dont j'ai eu le bonheur de suivre les cours de théorie jadis. Donner la même porte aux toilettes et au bureau du directeur, c'est un crime de lèse-majesté. Et effectivement, en Égypte ancienne, les concepteurs ne se seraient pas risqués à encourir les foudres divines. Donc, les portes axiales qui sont liées au parcours de la divinité, comme j'ai précisé, elles sont magnifiques. Elles obéissent à une logique qui est très particulière. En l'occurrence, elles sont liées les unes aux autres par une homothétie en plan et une homothétie en couple. Donc, il y a un phénomène d'aspiration finalement vers l'extérieur. Les portes secondaires, elles, sont réparties en 5 groupes en fonction de leur importance. Les plus grandes referment les espaces où la divinité est appelée à intervenir en direct. Donc, on a la voie bête, la cour du Nouvel An, enfin tout un tas d'espaces où la divinité se rend en fonction des occasions. Puis viennent les portes qui rythment le chemin des processions, et enfin les espaces de stockage qui sont refermés par des toutes petites portes toutes simples. Cette composition relativement complexe est soutenue par une exécution qu'on a longtemps voulu voir parfaite. C'est en tout cas un mythe assez tenace en ce qui concerne la construction égyptienne. L'étude des monuments tardifs, notamment celle du temple de Dendera, et je vous recommande la lecture du volume de synthèse qui a été fait à propos de ce temple, a longtemps voulu nous faire croire que les Égyptiens étaient des êtres obéissants à une forme d'absolu dès qu'on arrive à la construction. Or, à Atribis, l'exécution, elle est très très loin d'atteindre la perfection qu'on attendait. Le laisser-aller de la mise en œuvre se lie d'abord dans le choix du matériau. C'est un calcaire local très irrégulier, très difficile à travailler, dont la surface a dû être largement reprise au mortier avant la décoration. Donc là, je ne sais pas si ça se voit, mais on a toute une zone ici, c'est une zone de mortier dans laquelle a été retaillé les hiéroglyphes, et à Atribis, on en a partout. Il y a des trous partout et tout a été camouflé au mortier. Ça se voit également dans les fondations. Malgré la profondeur assez impressionnante des substructures, donc il y a 12 assises de blocs en gros appareils, donc ça représente presque 5 mètres, les blocs qui la constituent sont presque tous fracturés, et ce en conséquence d'un assemblage trop rapide et d'une taille un petit peu approximative. De même, les joints verticaux en fondation peuvent se superposer sur jusqu'à 4 assises, et on sait tous que c'est assez mauvais de superposer les joints. Ça forme des fragilités dans une partie de l'édifice dont les Égyptiens savaient pourtant toute l'importance. J'ai enfin été assez surpris de constater, après avoir travaillé Dendera, où tout est systématiquement agrafé, donc on a jusqu'à 5 agrafes par bloc pour qu'ils soient liés à tous les blocs voisins. Ici, à Atribis, les blocs ne sont renforcés que vraiment à certains endroits. Dans un premier temps, on ne saisit pas forcément très bien la logique. Et puis, il a cependant été assez vite évident que cette mise en œuvre un peu brouillonne était finalement l'œuvre de gens qui s'y entendaient tout de même. C'était des artisans très qualifiés et parfaitement conscients des problématiques structurelles. Donc, les fractures et superpositions de joints ne sont observées qu'en sous-sol, où la maçonnerie est totalement stabilisée par les remblais, et en général, la hauteur des fondations est telle qu'on va atteindre la roche-mère, ou en tout cas un substrat tellement stable que plus rien ne bouge. Les élévations, elles sont construites dans les règles de l'art, il n'y a aucune fracture, rien à bouger. De même, l'usage d'un calcaire de mauvaise qualité ne concerne que les zones qui travaillent en compression pure, à laquelle une pierre, même relativement hétérogène, répond très bien, tandis qu'un calcaire de qualité différente était utilisé pour les pièces plus sollicitées, comme les monolithes de couverture, les linteaux, les chapiteaux, etc., etc. Dans la même logique, l'usage des queues d'aron, dont je disais qu'on ne comprend pas forcément très bien, ça se concentre sur les zones de faiblesse de la construction. Donc, tous les blocs des angles du temple, par exemple, sont renforcés avec des queues d'aron. Les montants de porte sont renforcés, et on trouve même à certains endroits des agrafes un peu spéciales, en l'occurrence des agrafes métalliques. Alors, à Atribis, j'en ai trouvé 2. Ce sont des agrafes en fer pur qui sont liées dans une gangue de plomb. Donc, c'est très performant, mais c'est très coûteux. Et on les trouve en renfort dans un chapiteau atorique fêlé. Il se trouve que les chapiteaux atoriques, c'est des très très grosses pièces qui sont commandées spécialement en carrière.
Et bien, quand elle arrive fêlée sur le chantier, bon, c'est toujours un peu délicat et embêtant d'aller en recommander une autre. Donc, ils l'ont renforcée pour pouvoir l'utiliser quand même. On note par exemple un autre détail assez intéressant, la conception de la colonnade du chevet fait intervenir des fûts qui ont une géométrie en trône scalène tronqué. Alors c'est un cauchemar pour un tailleur de pierre de dessiner ce genre de choses, surtout à l'époque avec les moyens qu'ils avaient. Donc cette géométrie compliquée qui est presque invisible parce qu'on voit que l'angle est assez léger. N'a encore jamais été documentée en Égypte, mais elle doit être ailleurs, c'est juste qu'on manque de relevés précis, et elle ne pouvait être liée qu'à la performance statique du bâtiment, parce que les structures en trapèze, les structures aticurges, en fait, ont une résistance accrue pour tout ce qui est épisode sismique. Par exemple, à Dendera, on retrouve cette forme aticurge dans toutes les portes. Il n'y en a aucune qui est strictement rectangulaire, elles sont toutes légèrement plus resserrées en hauteur qu'à la base. Donc, il a fallu en conclure que l'exécution avait volontairement été dimensionnée à minima. C'est une démarche qui rejoint la notion d'optimum pour les ingénieurs modernes, c'est-à-dire la quantité minimale de matière et d'effort pour assurer la stabilité de l'ouvrage dans des conditions données. Elle implique une remarquable connaissance de la statique et une certaine dose de pragmatisme. On constate d'ailleurs que ce qui reste du monument n'a souffert que des réoccupations et des remplois. Tout au plus, on détecte un enfoncement d'une petite dizaine de centimètres entre un côté et l'autre. Enfin, pour un bâtiment qui a été construit dans une pente, après 2000 ans, c'est déjà pas mal. La structure n'a donc pas été conçue comme parfaite, mais comme suffisante. La mise en place des badigeons du décor venait ensuite gommer tous les défauts et rétablir une apparence monolithique totalement nette. Donc, c'est avec ces notions de perfection conceptuelle et d'exécution suffisante pour conclure, loin d'être le résultat d'une longue décadence, l'architecture des périodes tardives en Égypte est au contraire l'aboutissement d'une longue évolution qui s'est étalée sur 3 millénaires et pendant laquelle les concepts et les techniques se sont petit à petit raffinés jusqu'à atteindre une maîtrise parfaite qu'aucune occupation du pays, ni saïte, ni couchite, ni grecque, ni même romaine, n'a remise en question. Le manque d'études architecturales fines des vestiges que cette civilisation a laissés, songez qu'on a été capable de déplacer le temple de Philae, donc que j'ai mis en image de conclusion, sans qu'il n'en soit publié à l'heure actuelle un seul plan exact. Donc ça promet des découvertes encore dans les années à venir.